Atroce les souvenirs. J'ai rencontré François Hollande qui m'a raconté minute par minute ce qui s'est passé la nuit du 13 novembre 2015 alors qu'il était président de la République et que Paris était frappé par des attaques terroristes sans précédent. Vous entendez bien ou pas? Croire qu'il puisse y avoir les premiers signes qu'il y a une attaque. Et quand il y a une deuxième détonation, Non, j'ai jamais vu cette vidéo. il n'y a plus de doute. Cet entretien, c'est le tout premier d'une nouvelle série qui débarque sur ma chaîne YouTube où des grands témoins de notre époque viennent me raconter le moment le plus marquant de leur vie. Bah ouais, je peux être invité normal en vrai. C'est dans la lignée de cette vidéo. Au moment même où je découvre ce qui s'est passé Putain, Hollande, il a pas eu de chance quand même. Hein. Tous les attentats, c'était pour sa gueule. Il a tout pris. à l'extérieur du stade, je suis informé qu'il y a une attaque sur des terrasses à Paris. Mais l'avocate, j'ai défendu Salah Abdeslam. On la regardera un jour. Faut qu'on la regarde, mais pas aujourd'hui. Mais faut qu'on la regarde en vrai. Nous étions devant une guerre sur notre propre sol, Est-ce que vous prenez conscience de la gravité de la situation? au point de verser une larme. Aujourd'hui, François Hollande me raconte les attentats du 13 novembre 2015. Honnête. Gaspard, roi de Les amis, Nippur et de avant de Balatsingar. commencer, cette vidéo est rendue possible grâce à Odoo. Vous allez voir. Bonjour, 2015, ça fait déjà 10 piges. Oh, c'est abusé. Monsieur le Président. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter? je m'appelle François Hollande, j'ai été longtemps député, je le suis d'ailleurs redevenu, et de 2012 à... Eh, vous savez que genre si t'as été député, ministre du budget, président, et ben toute ta vie tu gardes ton salaire. C'est une dinguerie ça. 2017, j'ai Source, été Jeff. le chef de l'État, le président Si, de c'est la vrai, les gars. République, qui a vécu un quinquennat dans la crise économique d'abord. Le chômage qui repart à la hausse. Ou alors non, je crois que tu le gardes pas toute ta vie, mais dès que t'es à la retraite, tu récupères ou un truc comme ça, non? 1800 demandeurs d'emploi. C'est à la retraite, tu supplémentaires reprends. Le mois dernier. Puis ensuite dans une crise terroriste comme nous n'en avions pas connu depuis longtemps. Comment est la France en 2015? Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'atmosphère? La France en 2015, elle est T'es un déjà marquée chauffeur. par un attentat terroriste puisque dès le mois de janvier, hélas, il va y avoir l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'hypercachère. Bonsoir à tous, la France frappée, la France... Putain, mais c'est vrai qu'il y a eu. En fait, il y a eu plus. Ah ouais, c'est abusé. Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu Bataclan. C'était pas la même chose. Blessés, Atroce. 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Ce qui devait être un début d'année avec une promesse de rétablissement économique, puisque nous étions dans une Il y a eu période Nice où aussi. le chômage était élevé, et l'année 2015 devait être charnière. Et arrive donc une attaque terroriste qui va profondément heurter notre pays, et pas simplement notre pays, puisque à la suite de cette tragédie, il y aura une très grande manifestation à Paris et partout en France d'ailleurs, le 11 janvier 2015. Et puis on est aussi dans une période de cohésion nationale, où les Français font bloc, parce qu'ils défendent une idée qui est plus grande qu'eux, qui est la liberté d'expression, le droit à pouvoir caricaturer, y compris ce qui est pour certains protégé par des foi qu'on peut respecter. Voilà, ce que c'est que la France, c'est une France qui veut s'affirmer comme étant la terre des libertés et le pays des droits de l'homme. Alors sur le plan international, il y a aussi une guerre qui s'est déclarée en Ukraine, et donc je fais face aussi à cette nouvelle situation, c'est-à-dire d'une Russie qui sort de ses frontières et qui agresse un pays voisin. Et puis il y a aussi cette guerre en Syrie qui a attiré un certain nombre de jeunes de tous les pays, mais aussi du nôtre, qui sont venus faire le djihad en Syrie. Il y avait des jeunes, plus souvent, qui, sur les réseaux sociaux, étaient endoctrinés sans que nous n'ayons eu la vigilance nécessaire. Vous avez déjà vu le film sur la meuf qui va faire le djihad là? C'est une histoire de ouf ça. Si on arrivait à Je l'avais vu au cinéma, je crois. nombre, ça a été par des Enfin non, même pas, elle va pas faire le djihad. Mais c'est genre, elle fait partie du bail avec les mecs qui ont fait le Bataclan, je crois. notamment Daesh à partir de... C'est quoi déjà le nom du film? Ouais, film d'attentat. Ouais, ils vont venir casser ma porte à novembre, je crois. Ouais, exact. Ouais, c'est avec Jean Dujardin. On va se reposer sur la fiche S. 2014-2015, une forme de propagande extrêmement efficace. Et donc, on avait chaque mois des jeunes qui partaient et qui se trouvaient dans des situations, pour les uns, de devenir combattants alors qu'ils ne l'étaient pas forcément au départ,
et pour des jeunes femmes de devenir esclaves de cette organisation. Donc alors, quelles ont été nos réponses? C'était d'agir contre ceux qui faisaient acte de propagande, c'était de déceler sur les réseaux sociaux ces méthodes d'endoctrinement et d'embrigadement, et puis c'était aussi de convaincre les familles. On a besoin des familles. Et donc tout ce que j'ai fait notamment dans cette période, c'est de dire aux familles, mais J'ai infiltré un réseau de terroristes en France, la vidéo YouTube on l'avait pas déjà vue je crois, ouais, elle était incroyable. n'hésitez pas, c'est pas de la délation, mais il faut que vous puissiez nous alerter les forces de sécurité pour que vos enfants ne puissent pas partir. Donc heureusement qu'on en... Merci Maxime pour le Qu'est-ce resub. qui s'est passé? Où est-ce que l'État a failli dans sa mission première quand des jeunes partent en croisade, tels qu'ils l'ont fait C'est pas forcément contre la République qu'ils en avaient. Ils étaient attirés par l'idée de la guerre sainte. La question qu'on doit se poser, c'est comment un jeune peut avoir, sur un pays qui lui est étranger, sur une cause qui n'est pas la sienne, l'idée d'aller la rejoindre. Il y avait une part, peut-être pour certains, d'idéalisme. Et puis, il y avait une part de manipulation. Ah oui, et les de mecs qui vont là-bas, ils ont tellement rien dans le cerveau, ils se font embrigader tellement facilement. fragilité de ces jeunes. Pour On eux, va revenir sur ces là-bas, c'est du pain béni, hein, d'avoir des C'est mecs, qui ont des golemons décidé comme de ça. faire le djihad. Et Ah, c'est d'abord, magnifique. En mars 2015, votre gouvernement prépare un projet de loi pour renforcer les services de renseignement. Quel choix à ce moment-là vous faites pour trouver l'équilibre entre assurer la sécurité des Français et à la fois garantir leur vie privée? Ceux qui voulaient nous attaquer, ceux qui voulaient partir faire le djihad, ils utilisent encore, des messageries cryptées. Ils avaient des formes de communication que nous n'avions pas pu pénétrer jusqu'à présent. Donc il nous fallait un arsenal législatif, non pas pour rentrer dans la vie de chacun, mais pour donner à nos services les moyens de prévenir les attentats. Parce que qu'est-ce que nous faisait remonter nos services? C'est qu'ils n'arrivaient pas, malgré tous leurs moyens, à aller sur les nouveaux modes de communication. Quand les lois ont été faites pour les services et pour les écoutes, par exemple, il n'y avait pas de portable. On était encore... il y a des années qu'un monopole public, les télécoms, et on passait par ce moyen-là. Tout avait changé. Les terroristes, ils se sont adaptés aux Merci, situations, Sana, pour le aux Prime. circonstances et aux technologies. Donc il nous fallait avoir une loi qui nous permette, sans mettre en cause les libertés, de pouvoir pénétrer ces technologies-là, comme autrefois on pouvait le faire pour le téléphone. Une question qui anime aussi l'opinion publique en 2015, c'est l'utilisation des fiches S. On compte alors environ 20 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S. Combien sont liées à une organisation islamiste? Une minorité d'entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche S? Il y a plusieurs niveaux d'ailleurs. C'est un individu qui a pu, par son comportement, ses relations, Wesh, 20 000, tu te dis c'est énorme en vrai, 20 000. d'amitié, avoir une forme de regard sur une action possible d'un groupe terroriste. Ou tout simplement qui est regardé comme un individu qui peut être radicalisé, mais il n'a pas commis d'acte délictueux. Le fichier S n'est pas nécessairement une personne qui est rentrée en contact direct avec une organisation terroriste ou qui a commis un acte de violence. Certains disaient, mais on n'a qu'à enfermer les fichiers S, quel que soit leur nombre, on n'a qu'à les mettre dans un camp, mais tout ça est totalement hors la loi et hors les principes même de la Constitution. C'est pas parce que vous vous êtes regardé comme pouvant éventuellement commettre un acte, vous ne l'avez pas commis. Donc il fallait que nous disposions de ces informations sur des personnes sans que ça entraîne nécessairement une privation de liberté. J'aimerais qu'on rentre... Merci Fredo pour le désormais resub, merci Frix. Sur cette journée du 13 novembre. Qu'est-ce que vous faisiez le 13 novembre 2015? J'étais à Bruxelles dans une négociation et je n'avais pas prévu d'aller nécessairement au match de football France-Allemagne. Mais comme je suis rentré plus tôt que prévu et que je savais qu'il y avait un de mes amis qui est devenu le président allemand aujourd'hui et qui était ministre des Affaires étrangères et que j'aime le football, je me suis dit je vais aller voir ce match. Un match France-Allemagne, c'est toujours une histoire quand même. On a des souvenirs. Je La sais République que fédérale, nous sommes vraiment. dans une période, on vient de vivre plusieurs attentats, et nous sommes informés des menaces, mais il n'y a pas de raison que je ne me rende pas dans ce stade et pour voir ce match. Mon fils est dans le stade parce qu'il aime le football. Il y a pratiquement la moitié du gouvernement, il y a le président des assemblées. C'est un match où on a envie tous d'être là. Ces 19 premières minutes de match, quelle est Mais l'ambiance feu, tu faisais quoi le 13 novembre 2015? J'étais à Fitness Park à Aéroville. au sein du stade? Atroce. Le match commence sans qu'il y ait une pression
plus importante que celle que nous connaissons. J'ai pris les transports pour rentrer, j'étais pas serein quand je voyais ce qui s'était C'est les passé. premières minutes, sans que l'ambiance soit plombée, mais il y a Aéroville, ça existait même pas encore, mais bien sûr que si. quand même une détonation qui est entendue. Ah, là, Patrice Evra, pas clair la réaction là. Ils sentent que. On ne veut pas croire qu'il puisse y avoir le premier signe qu'il y a une attaque. Donc on met ça sur le compte de la bombe agricole que... C'est vrai qu'au début on se dit c'est un mec, c'est un fumier ou c'est... à l'intérieur du stade ou Pétard. de pétard. Mais quand il y a une deuxième détonation, quelques minutes après, il n'y a plus de doute. Enfin, de ma part, il n'y a plus de doute. La responsable de mon service de sécurité présidentielle m'informe à ma place, donc on doit être à la 30e minute de jeu, qu'il y a une personne décédée à l'extérieur du stade. Peut-être deux. J'attends la mi-temps et je me rends dans le lieu où... On l'a déjà vu la série Netflix 13 novembre. Où je découvre Atroce, d'ailleurs. des images de ce qui s'est passé à l'extérieur du stade. Je suis informé qu'il y a une attaque sur des terrasses à Paris, quasiment au même moment. Et avec des chiffres qui sont de plus en plus lourds en termes de victimes. Donc je prends la décision de faire venir le ministre de l'Intérieur, donc Bernard Cazeneuve, au Stade de France, et je demande à Manuel Valls de préparer... Mais je crois qu'ils avaient fait en sorte que les gens dans les tribunes soient pas au courant de ce qui se passait dehors, parce que sinon ça aurait créé un mouvement de foule de ouf. Les gens ils auraient essayé de se casser du stade. toutes les décisions avant que je ne le rejoigne précisément au centre du ministère de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve donc me rejoint, on est à la mi-temps. Là, je prends la décision. Après, ouais, Internet existe, ils ont vu, t'es au courant, mais bon. Le match, de manière à ce que le public ne puisse pas être pris d'une légitime panique. On apprend qu'il y a des monstres. Merci Alex pour le resub. À l'extérieur du stade, on se demande s'il n'y en a pas à l'intérieur. Donc, ça, c'était mon premier devoir, faire que le public reste à sa place, que les joueurs continuent la partie. Donc, à ce moment-là, je reviens dans la tribune présidentielle. J'informe le ministre allemand, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, et puis les ministres qui sont là. Tiens, vous restez présents, vous ne bougez pas. Parce que si le public voit que la tribune se dégarnit, à un moment ou un autre, une partie du public va comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'il y avait quand même 2 détonations. Quel est votre état d'esprit au Stade de Atroce, France à ce Fauque. moment-là? C'eût été déjà une tragédie qu'il y ait une bombe qui éclate à l'extérieur du stade. Mais là, il ne s'agissait plus de cela. Il ne s'agissait plus d'un acte isolé. Dès lors que j'avais des informations comme quoi il y avait un commando qui tuait et tuait encore sur les terrasses. Ça tire gros. Ça claque. Tire, recule. Les terrasses, c'est tellement une dinguerie, ça, frère. Recule gros, ça tire. Qui agissait maintenant dans un lieu de spectacle, le Bataclan. Il n'y avait plus de doute, nous n'étions pas en face d'un acte isolé, on n'était pas en face de 2-3 personnes qui voulaient nous attaquer en créant le maximum de pertes humaines. Nous étions devant ce que j'ai appelé même une guerre qui nous était faite sur notre propre sol et dans des lieux très symboliques. Donc voilà, je prends la mesure de ce qui se produit à ce moment-là. C'est bien Daesh qui a perpétré cet attentat, ou ces attentats. Je mesure donc à la fois l'horreur que les actes terroristes produisent. Urgence pompier. Bataclan, fusillade. T'avais raconté que tu devais rejoindre des amis au Bataclan, finalement t'y es pas allé. Mais ouais, je sais quoi ce remixage de fou, frère. J'avais dit je devais aller sur Paname le jour où il y avait le truc, mais j'y étais pas allé, mais pas dans le Bataclan. Bah oui, je devais aller au Bataclan, au concert de rock aussi. C'est ça le rock. D'accord, ok, vous êtes sortis? Non, tous dedans. Le remix de malade qu'il m'a fait lui. Dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui tirent en tirade. Ils sont toujours dedans, eux? Eh, ça tire dans le Bataclan là. Et puis j'évalue ce que ces actes-là vont générer comme phénomène de peur. Les secours, quand ils arrivaient sur les lieux des attentats, ils disaient genre on n'a jamais vu ça, ils étaient choqués les mecs. Phénomène de Les blessures et revanche tout, c'était sur jamais vu. Une autre partie de la population. Ils savaient Et donc, même pas comment soigner les conséquences trucs. qui vont briser la cohésion
de notre pays. Et une attente très forte qui est portée sur le chef de l'État. À Terrifiant. 22h02, donc la deuxième mi-temps commence, vous êtes exfiltré du Stade de France. Comment se passe l'exfiltration d'un président de la République quand on sait qu'un homme est mort et s'est fait exploser devant le Stade de France? Surtout qu'ils avaient des armes de guerre en face en laisserait fait. supposer qu'il y a des gens qui vous prennent, qui vous enlèvent et puis qui vous mettent dans une voiture. Non, ça se passe pas comme ça. Je suis à ma place. C'est moi qui décide à un moment de sortir de la tribune, de rejoindre ma voiture avec Bernard Cazeneuve et d'aller au ministère de l'Intérieur. On échange avec le Premier ministre qui est lui entouré de toutes les forces de sécurité, aussi des personnels médicaux, parce qu'il y a des soins qui doivent être apportés. Et dans un délai très court. Merci Rosaire pour le recep. En un quart d'heure, 20 minutes, nous nous retrouvons dans ce lieu qui est le centre de crise, dans un sous-sol du ministère de l'Intérieur. Et là, le Premier ministre me fait valoir qu'il nous faut déclarer l'état d'urgence. Pour que le texte puisse être appliqué, il faut qu'il y ait une délibération du Conseil des ministres. Donc je convoque un Conseil des ministres qui va se tenir à minuit à l'Élysée, dont le seul objet sera d'adopter l'état d'urgence. La question que je posais, c'était quand est-ce qu'il fallait que je prenne la parole. Certains me demandaient de m'exprimer tout de suite, mais s'exprimer tant qu'on n'a pas toutes les informations, ça me paraissait précipité. Mais je ne pouvais pas non plus attendre que tout soit terminé, alors que les Français avaient sur les chaînes d'information les bribes de ce qui se produisait. Nous, on a réussi à s'enfuir du Bataclan. Je sais pas du tout ce qui se passe là-bas, je pourrais pas vous dire ce qui se passe. Effrayant. Avec ma mère, on a réussi à s'enfuir, on a évité les coups de feu. Et il y avait plein de gens partout, par terre. Est-ce que des personnes se trouvent encore en ce moment dans la salle du Bataclan? Il me semble que oui, je sais pas. Nous, quand on est parti, on a enjambé des corps, vous comprenez. C'est un cauchemar. Pardon. Je vous en prie, c'est tout à fait normal vu les circonstances. Donc je devais venir devant eux avec une décision, celle qui était prise en Conseil des ministres, une action, fermer les frontières, et un engagement, c'est-à-dire agir contre Daesh. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est sûrement l'intervention la plus courte que j'ai pu faire dans mon mandat et la plus forte, la moins préparée au sens où rien n'était écrit. Je suis venu leur parler. À minuit, c'est rare qu'un président prenne la parole et s'adresse aux Français. Mais c'était sûrement l'intervention qui a été la plus regardée de tout mon quinquennat. Comment est-ce que vous suivez les négociations entre les forces de l'ordre, la BRI et les terroristes depuis la cellule de crise? Lorsque j'arrive dans la cellule de crise, je suis informé donc qu'il y a des otages. Je donne donc l'ordre de mener une opération de libération des otages. Il m'est répondu, le ministre de l'Intérieur, les autorités donc de police, disent nous ne pouvons pas mener tout de suite l'assaut. La précipitation n'est pas toujours la bonne manière. Même si, politiquement, on a envie de dire libérer tout de suite les otages pour que les Français soient soulagés. C'était aux autorités de police, et précisément la BRI qui en était chargée, de savoir comment elle allait mener l'opération. Merci Sergent pour le recep. Il y a une action qui est préparée, puis après il y a la force qui permet de libérer les otages. Aucun n'a été blessé, mais bien sûr tué. Je les ai revus plus tard, les otages. Ils se sont regroupés dans une espèce d'association. Et ils m'ont relaté ce que je ne savais pas, comment eux-mêmes ont vécu cette période. C'est-à-dire que le président peut donner un ordre, le président peut avoir la satisfaction que des otages puissent être libérés. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que vous ont-ils dit? Que c'était long pour eux et qu'ils craignaient pour leur vie. Ils nous ont expliqué que c'était que le début et que la guerre commençait maintenant. Qu'ils étaient là au nom de l'État islamique. Et ensuite, ils nous ont demandé si on était d'accord avec eux. Je vous laisse imaginer le silence qui a plané à ce moment-là. Et on a hoché de la tête pour les plus timides et dit oui pour les plus téméraires. Ils craignaient les terroristes, mais ils craignaient aussi que l'action pour les libérer allait peut-être avoir des conséquences sur leur propre
intégrité physique. Le problème, c'est qu'on identifie tout de suite que les otages sont mélangés, puisqu'ils s'en servaient comme bouclier humain au niveau des fenêtres. À partir du moment où on commence à pousser, on n'a pas encore bougé, que je sens au niveau de mes genoux une tête. Et dans ma tête, je me dis que le terroriste, certainement, profite du nuage de fumée pour venir se faire sauter, puisque c'est dans leur doctrine. Donc là, je pense tout de suite à ça. Donc je prends mon arme, je prends les cheveux de la personne, je m'apprête à lui sauter la tête et j'entends un râlement de femme qui finalement s'avéra être une otage qui est derrière la porte. Bon, Effrayant. on est sorti une fraternité entre eux face à l'épreuve, et puis aussi beaucoup de travail psychologique. Il faut voir ce que c'est que d'être victime. Parmi, hélas, le public du Bataclan, il y en a eu beaucoup qui sont mortes, mais il y a aussi beaucoup de blessés, et de blessés pas forcément physiques, blessés psychologiques. À minuit 18, l'assaut est lancé, les terroristes sont neutralisés. Les tirs sont nourris. Puis vont suivre des explosions. Qu'est-ce que vous vous dites avec les ministres qui sont présents dans cette Le scène leak de la scène de crime du Bataclan m'a traumatisé, elle est abominable cette photo. Mais moi j'arrive pas... Franchement, force à ceux qui vont encore au Bataclan, mais je sais pas comment vous faites, vous êtes trop fort mentalement. Bien, à ce moment-là, je décide... Moi, gros, c'est un endroit hanté, ça y est. Puisque l'opération est terminée, je peux me rendre sur les lieux. Les proches, en matière de sécurité, qui sont autour de moi, me disent non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce qu'il y a peut-être un terroriste qui est encore sur les lieux et qui peut attaquer. Mais moi, je dis, mais c'est pas possible que je n'y aille pas. Et même si je comprends la précaution, la prudence, la vigilance des services de sécurité, nous devons aller sur les lieux. Je vois d'abord les opérations pour soigner, pour ensuite transférer les blessés vers les hôpitaux. À aucun moment, sur les sites où j'ai été, il y a eu de la panique. C'était vraiment... tous les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit les témoins, les victimes, les amis des victimes. Ensuite, je vais à la porte du Bataclan. L'opération est terminée. Je ne rentre pas dans le lieu. C'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Je salue les forces de police qui sont là. Je parle à des personnes qui sortent du Bataclan, mais c'est impossible de leur parler tellement elles sont en état de sidération. Est-ce que vous pouvez dormir cette nuit-là? On parle assez peu finalement de ce qui se passe après 2h du matin, ce 14 novembre. Non, c'est pas possible d'aller dormir. C'est pas possible de se mettre comme ça, après ce qui vient de se produire, dans une chambre et de méditer seul ou avec sa famille sur ce qui vient d'arriver. Donc qu'est-ce que nous faisons avec le Premier ministre Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira? Nous nous retrouvons au ministère de l'Intérieur et nous parlons. Et nous parlons des heures entières. Voilà. On parle de ce qui nous attend, de ce qui va arriver, de la nécessité de faire une réponse qui soit à la hauteur. Puis on parle de nous, de ce qui nous traverse l'esprit. Je dirais comme un groupe de parole. Parce qu'on a besoin de se parler. L'action politique, c'est pas un acte, même si c'est le président de la République qui décide, c'est pas un acte solitaire. On est une équipe. On essaye de partager nos émotions, nos interrogations, nos craintes, mais aussi notre cohésion, notre certitude que nous allons réussir. Et puis très tard, c'est-à-dire au matin, nous allons nous rafraîchir, peut-être dormir 1 heure, et ensuite faire un conseil de défense pour agir. Après, on peut dire oui, ça a été bien géré la situation et tout, ça a été mal géré, mais en fait, c'est tellement une situation historique dans le mauvais sens que c'est chaud, je pense, de réagir correctement. En fait, il n'y a pas de plan préparé pour ça à la base, je pense. Chose exceptionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès à Versailles. Le but, c'est d'affirmer l'unité Et nationale. d'ailleurs, si on savait le nombre d'attentats qui ont été évités depuis des années... Des réponses on se rend pas compte en vrai. Qui ont frappé la France pendant le week-end. Est-ce que vous pouvez nous D'ailleurs, désolé, mais j'ai toujours cette pensée que ça fait longtemps qu'il est rien arrivé, tant mieux, mais ça fait peur des fois. décrire ce qui se passe? Quel est l'état d'esprit des parlementaires qui se réunissent? Alors, avant de décider de la convocation de ce congrès à Versailles, j'avais souhaité faire une réunion de consultation des groupes parlementaires de toute sensibilité pour savoir quelles étaient leurs propositions, comment ces groupes souhaitaient qu'il puisse y avoir une réponse au-delà des clivages. Ensuite, j'ai convoqué le congrès. Et dans le discours que j'ai prononcé... Non mais pour déjouer les attentats, ils sont chauds. Moi j'avais déjà vu un reportage sur ça, c'est... Qui venaient de groupes qui ne m'étaient pas nécessairement proches. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Alors pourquoi avoir voulu solennaliser? Parce que je m'étais adressé à la nation le soir de la tragédie. Là, il fallait des fois on regarde des reportages, faudrait brûler le chat Twitch, hein, je vous dis la vérité. Représentants de la nation, pour que nous puissions là aussi... En fait le mieux des fois c'est même pas regarder le chat Twitch, hein, c'est mieux.
Là, il s'agissait de montrer que on faisait bloc, qu'on était ensemble face à une guerre qui nous était déclarée, une attaque. C'est pour donner ton avis de merde, en vrai, repose-toi. Hein. Territoire. Durant ce congrès, vous proposez d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. Concrètement, si une personne est née française mais a une deuxième nationalité et qu'elle a commis une atteinte grave à la vie de la nation, vous proposez de lui retirer sa nationalité française. Pourquoi avoir proposé ce projet de loi ? Alors, il existe encore, hein, une déchéance de nationalité possible pour les délits. J'ai pas suivi, il parlait de quoi là ? Merci Charlie pour le resub. Les individus qui ont une double nationalité par naturalisation, c'est-à-dire qui ne sont pas nés en France, mais qui ont acquis la nationalité française à la suite d'un séjour prolongé. Pourquoi je prends cette position uniquement pour les crimes terroristes ? C'était une demande qui venait des groupes plutôt d'opposition, c'est vrai, mais que j'intégrais dans un souci de cohésion et de rassemblement. C'est ensuite qu'il y a eu des questions qui ont été posées, de se dire mais pourquoi on va déchoir de la nationalité des personnes qui ont une double nationalité, et pourquoi les Français on leur enlève pas leur nationalité? Non, on peut pas créer des apatrides. Comme j'ai vu qu'il y avait un dissensus, c'est-à-dire que ce qui au départ au Congrès tout le monde s'est élevé pour applaudir mon discours, mais quelques semaines après l'esprit d'unité s'était un peu affaibli, même si l'opinion publique a approuvé à 80% cette proposition. Si elle divisait, elle n'avait plus d'intérêt. Moi, ce que je voulais, c'était unir, pas diviser. Et contrairement aux attentats contre Charlie Hebdo, où il y avait eu une certaine unité nationale cette fois-ci, les critiques sont venues beaucoup plus rapidement. L'opposition a notamment dénoncé votre manque de fermeté. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là quand vous entendez ça ? L'esprit d'unité, il dure peu de temps. Même s'il y a eu cette cohésion au moment du Congrès, même si on avait refait un nouveau texte sur la lutte contre le terrorisme pour renforcer encore un certain nombre de dispositions, il y a toujours de la part de l'opposition une volonté de montrer qu'elle aurait fait mieux ou qu'elle aurait fait différemment. Et il y avait des élections qui se tenaient quelques semaines plus tard, des élections régionales. Et j'ai voulu que ces élections puissent se tenir. J'aurais très bien pu dire, compte tenu de la gravité de la situation, on reporte les élections, certains me le demandaient. J'ai dit non. De la même manière, il y avait la convocation de la COP21 à Paris, qui devait donc commencer au début décembre. Là aussi, c'est le proprio. disait non, il faut pas tenir la COP21, vous vous rendez compte, faire venir tous les chefs d'État Merci pour du monde l'argent. entier. J'ai dit non, on va tenir la COP21 à Paris, on va pas céder à la menace terroriste, et on va faire venir le monde entier là à Paris. Et je pense même que si les chefs d'État sont venus, ça leur aurait été très difficile de ne pas faire de la COP21 un succès, parce qu'il y avait trop de pression, presque politique et psychologique sur eux. Au-delà de ces critiques, il y a eu évidemment aussi beaucoup de dommages dans les semaines qui ont suivi les attentats. Celui qui vous a particulièrement marqué, c'est celui de Camélia Jordana, Yael Naïm et Nolwenn Leroy qui ont chanté aux Invalides. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin. Scarface, non? Non, Poser pour le moment, ouais. De manteau de velours. En mode Camélia. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Putain, je crève la dalle. L'hommage, il devait avoir lieu. C'était pas facile de convaincre des familles qui étaient dans la douleur. Ma seule issue, c'est un pot de Nutella, c'est inquiétant. De se retrouver. Même si elle souhaitait qu'il y ait un hommage, mais il fallait pas donner l'impression que il y avait une forme de récupération du malheur, de la douleur à des fins politiques ou personnelles. Et il fallait accepter que toutes les familles viennent, même celles qui pouvaient être critiques, comment ne pas l'être. Quand on a perdu un être cher, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et je voulais que ce soit aux Invalides, parce que c'est les lieux où on rend les hommages. Et alors il m'a été proposé qu'il y ait des chansons. Une chanson. Je sais pas, il y a l'Instagram de Jeff qui pop. Je suis mort. Un gros point d'exclamation de Jeff. J'étais au départ réservé. Je dis comment c'est possible d'abord de choisir des chanteurs ou des chanteuses, puis ensuite comment les familles elles-mêmes, est-ce que ça va pas être décalé par rapport. Et puis donc il m'a été proposé ces 3 chanteuses par Vincent Frerbeau qui était le producteur, et j'ai accepté. Et cette chanson a eu un effet sur moi que je n'avais pas imaginé. Alors, sans avoir rien. Ah, le nombre de photos, c'est là tu vois le nombre de personnes qui sont décédées dans ça, c'est horrible. Nous aurons dans nos mains amis le monde entier.
Cette chanson a été tellement bien interprétée, tellement forte, il faisait tellement froid, c'était tellement lourd comme situation, et les mots étaient tellement beaux. Tout président que je suis, ou que j'étais, l'émotion à un moment gagne, voilà, au point de verser une larme que je n'ai pas pu retenir. Fin 2016, un an après ces attentats, vous annoncez ne pas vous présenter. Il est sorti SN ou pas? Réélection. J'ai vu qu'il était prévu mais pas sorti en fait. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que tous ces événements ont pesé dans votre balance? Non, ils ont Putain, il a tellement pas l'aura pour être président de la République, avec tout le respect. pesé d'autres façons. Merci YL pour le WhatsApp. Parce que pendant tout ce que nous faisions pour lutter contre le terrorisme, toutes ces lois que nous faisions adoptées par le Parlement, toutes ces interventions que je devais faire, pendant ce temps-là, il y a des textes que j'aurais bien voulu faire adopter, il y a des réformes que j'aurais bien voulu mener, il y aurait davantage de progrès que j'aurais pu accomplir. Nous n'aurions peut-être pas autant dépensé pour la défense et la sécurité, peut-être davantage encore pour l'éducation et l'université. J'étais motivé pour poursuivre, mais il y avait des conditions qui n'étaient plus réunies pour des raisons politiques. Est-ce que vous diriez que votre mandat en tant que président de la République a laissé des fondations très fortes en matière de lutte contre le terrorisme? Oui, on est à la fois davantage protégé par des lois, par des services qui se sont considérablement renforcés. Nous avons augmenté considérablement les forces de police, utilisé aussi l'armée pour protéger des lieux, protéger des personnes. Nous avons appelé aussi une garde nationale, nous avons appelé le volontariat. Donc ça, je pense que c'est un acquis du quinquennat d'avoir fait ce travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore l'améliorer, mais les bases, et plus que les bases, l'ensemble de l'édifice est solide. La force d'une nation, c'est pas simplement d'avoir des lois, c'est pas simplement d'avoir des services, c'est pas simplement d'avoir des policiers, c'est l'esprit d'une nation. Et moi, j'étais fier de la France dans cette période-là. Elle a quand même tenu, la France. Elle s'est pas divisée, elle s'est pas dispersée, elle s'est pas démontée. Même après le 13 novembre, il y a eu des actes importants qui ont été posés. Et ça n'a pas empêché de vivre encore des drames. Je pense notamment au 14 juillet 2016, Nice. Mais voilà, on était fort. L'essentiel de la nation a tenu. Je pense que la France est quand même... Merci mon quai pour le 30e mois. Magnifique. Quelquefois d'elle-même, un grand pays. Merci Monsieur le Président de nous avoir donné votre témoignage. Et là tu fais une transition sur ça, c'est atroce. Le 13 novembre 2015, trié où il pour des terracles ont aidé à commettre terroristes pour son rôle des attaques et comment. Pensez à vous abonner chez Olivia Ronen. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger aujourd'hui. Tu es avocate pénaliste, tu es notamment connue pour avoir défendu Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015 lors de son procès. Alors on va parler... Franchement on va vraiment se reposer sur celle-là. On l'a déjà vu, moi j'ai jamais vu celle-là. J'ai jamais vu, à chaque fois je repousse. Parce que je me dis je sens qu'elle va m'énerver celle-là.